Je reconnais aussi l'avoir appelé, je l'ai menacé. Ça aussi, je reconnais ça. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que après tout ça, ce pour lequel on m'arrête, c'est d'avoir donné mon numéro, par exemple, où vous êtes présentement et où je suis. Est-ce qu'il est possible que vous ayez mon portable pour communiquer si je ne le vous donne pas? C'est pas possible. Mais pendant cette crise, ça a été possible. C'est ce pour lequel on m'a arrêté. And just a couple more questions in follow-up. Encore quelques petites questions de suivi. Juste pour clarifier, lorsque vous étiez vous-même déployé, présent au camp commando entre le 3 et le 7 mars, est-ce que vous avez vous-même tiré l'un ou l'autre des mortiers qui étaient positionnés là-bas? Je vous ai dit depuis le départ que je ne pouvais pas prendre ces engagements-là parce que ça allait beaucoup me compromettre. Donc, je n'ai tiré aucun mortier. Je reconnais avoir mis ces mortiers en batterie, mais je n'ai tiré aucun mortier. Puisque l'autorité qui était là-bas ne pouvait pas me fournir d'ordre écrit. Elle a dit qu'il ne pouvait pas prendre d'engagement écrit. Donc, ce n'était pas la peine de le faire. And just one. Encore une petite question. Vous avez dit que vous avez parlé à Pega Ani lorsque vous étiez en détention. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit lors de cette conversation? Il m'avait dit comme ça que lui, il avait exécuté sa mission. Je voulais lui parler encore, il ne m'a pas écouté, il est parti. Je lui ai dit tôt ou tard, il payera ça. Il ne m'a pas écouté, il a continué son chemin. Au fait, je vais vous dire qu'à cette période-là, Dadi régnait sur tout le monde. Et ce qu'il disait était ce que faisaient tous ces éléments. Et quand tu refusais de faire cela, le problème c'était quoi? C'est que tu n'allais jamais évoluer. Parce qu'il allait mettre le pied sur toi à jamais. Si encore tu vivais, Dieu merci. Donc, il avait une emprise totale sur les éléments du bazar. Même les officiers ne lui tenaient pas tête. Rares étaient les personnes comme nous qui pouvaient lui dire ce qu'on pense quand on veut. Parce que nous, on se disait, ouais, chez moi, je dis, quand vous êtes déjà dans l'eau, est-ce qu'on a besoin de vous demander si vous êtes mouillé? Non? Vous êtes dans l'eau, ça veut dire que vous êtes mouillé. Moi, j'étais déjà mouillé, donc pourquoi avoir peur? Cette période de ma vie, peut-être, ne me disait pas grand-chose. C'est vrai que je regrette de dire ça parce que j'ai des enfants. Mais il fallait quand même que quelqu'un, souvent, s'érige devant lui. Pause a moment. I think that's it. You're on a bit of Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je crois avoir terminé mon interrogatoire, mais si je peux avoir un instant de patience pour consulter mon confrère. Mr. Witness, thank you very much for your time. Those are the end. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Je me tourne vers l'équipe, les équipes de la défense. C'est Maître Adit? Oui, Monsieur le Président. Mr. Witness, it is the defense for Mr. Bagbo to start its questioning. We have another 20. Monsieur le témoin, c'est la défense de Monsieur Bagbo qui va commencer le contre-interrogatoire maintenant. Il nous reste 25 minutes et ensuite nous suspendrons jusqu'à demain matin. Maître Altit, allez-y.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Mon nom est Emmanuel Altit et je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Je vais vous poser des questions auxquelles je vous serai reconnaissant de répondre brièvement et précisément. D'accord ? Alors, nous allons commencer. Alors, monsieur le témoin, le maniement d'un mortier, d'un canon, par exemple d'un canon de 20 mm, d'une orgue de Staline, requiert-il un savoir-faire spécifique et une expérience spécifique? C'est-à-dire, est-ce que chaque arme demande de ses servants quelque chose de particulier, un savoir-faire particulier? Tout à fait. Chaque arme demande au servant un savoir-faire particulier. Parce que quand tu ne maîtrises pas une arme, il ne vaut pas la peine de l'utiliser. D'accord. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez chef de pièce. Ma question est la suivante. De quelle pièce précisément avez-vous été responsable dans votre carrière et plus particulièrement lors de la crise post-électorale? J'ai été plusieurs fois responsable des canons de vin, c'est-à-dire de la pièce de vin, du bitume de 23. Voilà, ça, c'est des pièces où j'ai été chef de pièce. D'accord. Donc, en fait, au BASA, vous n'avez jamais été chef de pièce de mortier de 120 mm, c'est correct? Dire que j'ai jamais été chef de pièce des mortiers de 120, ce ne serait pas exact, parce que j'ai été formé là-dessus. Et au cours de la formation, lorsqu'on fait le CA1, on est chef de pièce jusqu'au BA1. Maintenant, le chef de détachement, c'est un truc particulier où vous prenez la place d'un officier pratiquement. Alors, je vais voir si j'ai bien compris ce que vous nous dites. Vous nous dites que vous aviez la connaissance pour être chef de pièce d'un mortier, mais qu'en réalité, vous n'avez jamais été affecté à un mortier. C'est bien ça que vous nous dites? Non, pas que je n'ai jamais été affecté à un mortier. Au champ de tir, lorsqu'on est chef de pièce, on tire. On fait tirer. Mais au cours d'une mission, pendant la crise post-électorale, je n'étais pas chef de pièce, j'étais chef de détachement. D'accord. Alors, vous nous avez parlé tout au long de votre témoignage de 2 mortiers de 120 mm. Est-ce que j'ai bien compris, le BASA ne disposait que de 2 mortiers de 120 mm? J'ai bien dit ici, dans cette salle, que le BASA avait envoyé 2 mortiers de 120 au camp commando d'Abobo. Mais dans le garage de maintenance du BASA, il y avait plusieurs mortiers de 20. Je ne peux même pas vous dire le nombre parce que c'était beaucoup. D'accord. Est-ce qu'ils étaient tous en état de marche? Tous les mortiers de 120 qui étaient au BASA, rares étaient, même quand ça n'était pas en état de marche, il y a des armuriers pour les réparer. Donc c'est normal que tous les mortiers marchent. D'accord. Ces armuriers, ils avaient les pièces détachées ad hoc, les pièces détachées qu'il fallait pour réparer ces mortiers? À ma connaissance, oui. Quand avez-vous intégré le BASA? À quelle année, si vous en souvenez? J'ai intégré le BASA depuis 1980.
87, 88. Admettons 87 parce que la formation au niveau de Boaké, la formation commune de base, dure 3 mois. Donc après ça, maintenant, on vient directement au Baza, on est affecté au Baza. Et comme je suis rentré dans l'armée en juillet, donc 3 mois après octobre déjà, je partais au Baza. D'accord. Alors, ces mortiers dont vous nous parlez, de 120 mm, depuis quand étaient-ils à la disposition du Baza? Les mortiers sont venus précisément entre 2002 et 2003. Sinon, auparavant, on ne les connaissait pas. D'accord. Si j'ai bien compris, vous nous avez dit tout à l'heure que ces mortiers étaient russes. Est-ce que c'est bien ça? Bon, moi, dans ma formation, ce qui m'a été dit, c'est que ces mortiers sont russes. Maintenant, si c'est des recherches personnelles, je n'en ai pas fait parce que je me suis limité à cela. D'accord. Ces mortiers, vous avez dit que vous avez fait des exercices avec ces mortiers, n'est-ce pas? Oui, à Bassam. Donc vous les avez manipulés. Oui, je les ai manipulés à Bassam. Donc vous êtes capable de nous dire s'ils sont russes ou s'ils ne sont pas russes? Non? Est-ce que la manipulation me donne l'identité de la mosquée, du mortier? Je ne pense pas. Hein. Vous pouvez manipuler une arme sans que vous ne sachiez son origine. D'accord. Rien sur le mortier ne laisse apparaître son origine. Concrètement, les écrits peuvent donner un peu... Parce que les écrits qui étaient là-dessus, c'était des écrits russes. Voilà. Ça, c'est au moins ce que je peux dire. Mais hormis ça, je ne peux pas donner l'identité propre de la chose du mortier. Parce que nous, on n'étudie pas l'origine de l'arme, mais on étudie plutôt l'arme. Donc, pour que l'on comprenne bien, vous êtes en train de dire à cette chambre qu'il y avait des inscriptions que vous vous appelez russes et peut-être vous voulez dire en alphabet cyrillique sur ces mortiers. C'est ça que vous nous dites? Bon, sur ces mortiers, je ne peux pas trop confirmer, mais sur les bitubes de 23, ZU, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que s'il y a un russe dans cette chambre, il peut me le confirmer. On les appelait ZU 23, bitube de 23. C'est après que nous-mêmes nous avons baptisé bitube de 23. Et ces armes sont arrivées plus ou moins à la même période, y compris les orgues de Staline. Staline, si je ne me trompe pas, ça vient d'où? D'accord. Les orgues de Staline dont vous parlez, il y avait combien de batteries d'orgues de Staline? Il y avait au moins 5 ou 6 orgues de Staline au bazar. Tout en état de fonctionnement? Oui, Avec des munitions? oui, assez de munitions. Parce que je ne peux même pas vous donner le nombre. D'accord. Vous aviez accès au magasin de munitions, par exemple. Vous êtes capable de nous dire s'il y avait tant de munitions ou pas? Ou bien vous n'y aviez pas accès? Au fait, ce n'est pas un magasin, c'est tout un garage, voilà, où il y avait les munitions qui étaient stockées. Et là-bas, j'ai été plusieurs fois chef de poste. Quand on est chef de poste, c'est qu'on a accès à ce garage qu'on appelait garage de maintenance. Je voyais les munitions du mortier. Je voyais également les munitions des orgues de Staline, qui n'étaient pas un ni deux, mais plusieurs, ceux pour lesquels je dis que je ne peux pas vous donner le nom exact. Si, par exemple, vous appelez Dadi, il va vous donner le nom exact, puisque c'est lui, le commandant Baza. D'accord. Les questions s'adressent à vous, Excuse me. monsieur. Hein. Merci d'y Excuse répondre. me. Could you Le président.
s'il vous plaît, pourriez-vous respirer ne serait-ce qu'un instant entre questions et réponses avant d'enchaîner, afin de permettre aux interprètes de vous suivre plus commodément. C'est-à-dire, il ne faut pas répondre tout de suite à la fin de la question. Attendez quelques instants et ensuite vous commencez à répondre, s'il vous plaît, monsieur le témoin. Alors, je vais vous montrer un document, ou plutôt je vais vous remontrer un document qui vous a été montré tout à l'heure par le représentant du bureau du procureur. Alors, les références. CIV OTP 0048 0857. CIV OTP 0048 0857. Alors, ce document va vous apparaître sur votre écran, mais je crois, monsieur, que tout à l'heure, la représentante du bureau du procureur vous a confié une version papier de ce document. Est-ce que vous l'avez toujours avec vous? Non, je ne l'ai pas. Ah ah. Alors, vous avez la version papier. Nous pouvons la montrer aux autres parties, mais je pense qu'on peut faire l'économie de ce moment. That's okay. Fine. Très bien. Le président, oui. Alors, monsieur le témoin, donc vous avez ce document en version papier sous les yeux, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, vous le regardez, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, vous le regardez s'il vous plaît, vous prenez le temps qu'il vous faut et vous voyez que si l'on regarde ce document, on peut constater que le personnel du BASA est divisé en équipes qui sont rattachées à un type de matériel particulier. Par exemple, il y a par exemple une batterie de canon de 20 mm et disons, rattaché à cette batterie, vous avez les noms et prénoms des personnels qui servent ces batteries. Vous êtes d'accord? Alors la page, oui, mais la page n'est pas très visible. Oui, c'est le premier. Alors je vais donner le numéro de la page. CIV OTP 0048 0862. 0862. Donc on est d'accord, monsieur? Le personnel du BASA, dans ce document du moins, est divisé en fonction des matériels qu'il sert. On est d'accord? Alors, je vais vous demander de regarder attentivement ce document, parce que, sauf erreur, à aucun moment, il n'apparaît dans ce document d'équipe du BASA qui serait affectée, attachée, liée d'une manière ou d'une autre à de quelconques mortiers de 120 mm. Voulez-vous bien vérifier d'abord ce que je viens de dire, et après j'aurai une question à vous poser. Oui, Madame le greffier, peut-être que pourrait-on, pour le bénéfice de la Chambre et des parties, faire défiler en même temps le document de manière à le parcourir rapidement et vérifier qu'en effet, rien ne concerne les mortiers. Do you want us to display? La greffière d'audience, voulez-vous que l'on affiche chaque page?
Le président, vous voulez dire les pages suivantes? 62, 63, 64. La greffière d'audience, d'accord, sur le canal Évidence 1. Je vais le faire. Vous nous dites quand vous avez terminé, monsieur, mais prenez votre temps. Prenez votre temps, vous regardez bien, et quand vous avez terminé, vous nous dites. Alors, tout d'abord, monsieur, pouvez-vous confirmer que dans ce document, il n'y a pas de personnel attaché à un quelconque ou à une quelconque batterie de mortier de 120 mm? Je peux vous retourner une question? Non. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous répondez à ma question, c'est pour fixer les choses. Et ensuite, je vais vous poser une question plus ouverte, plus large, et vous pourrez répondre à la question suivante en donnant une explication. Ça vous va? Très bien. Alors, première question, est-ce que vous confirmez que rien ne concerne les mortiers de 120 mm dans ce document? Je ne le confirme pas. D'accord. Alors, deuxième question. Deuxième question, que voulez-vous dire, puisque nous n'avons pas vu, alors qu'il y a des thèmes, des chapitres, batterie, laissez-moi une seconde, je vais en trouver. Par exemple, batterie de canon de 20 mm et qu'il n'y a rien de tel concernant une batterie éventuelle de mortier de 120 mm, comment expliquez-vous l'absence de telle mention de ce document? Est-ce que j'explique la mention du 120 au BASA? Très bien. Les chefs de pièce sont formés durant notre formation, d'abord sur les mortiers de 120 pendant notre formation. Ils sont également formés sur les canons de 20, sur les bitubes de 23 et sur les 12-7. Durant toute la formation, nous faisons toutes ces formations simultanément. Donc, il est normal que nous sachions utiliser toutes ces armes. Puisque j'ai dit ici dans cette salle que normalement les 120 sont destinés au BAS, qui est le bataillon d'artillerie sol-sol. Et moi, à l'origine, je suis un artilleur sol-air. Mais au cours de ma formation, quand j'étais au CA2, j'ai fait également l'artillerie sol-sol parce qu'on avait combiné les deux stages en même temps. Voilà. Ce pour lequel j'ai une connaissance du mortier de 120, j'ai une connaissance du canon de 20 qui est mon arme, j'ai aussi une connaissance du Ju-23 qui est le bitube de 23. J'ai répondu à votre question?
Alors, monsieur, parlons des bitubes de 23 mm. Si vous vous en souvenez, combien y en avait-il au BASA, à peu près, au début de la crise? Vraiment, je ne peux pas vous donner le nombre exact, mais si je ne me trompe, ça pouvait dépasser au moins une dizaine, hein. Parce qu'après ça, on avait aussi envoyé sur les lignes de front. Tous en état de fonctionnement? Tous en état de fonctionnement. D'accord. Puisqu'on a des armuriers au cas où il y a une défaillance, qui sont prompts à pouvoir les réparer, parce que c'est leur spécialité. Moi, par exemple, je ne suis pas un armurier, donc si c'est en panne, j'appelle l'armurier qui vient. Moi, c'est juste l'utilisation. D'accord. Ces bitubes, et vous me pardonnez, peut-être ai-je mal compris l'une de vos explications, mais ces bitubes, ils étaient russes, eux aussi? Je dis ici que je ne sais pas la définition de ZU, mais c'est comme ça on les appelait au départ. Et c'est après qu'on les a baptisés bitubes de 23. D'accord. Alors, je vais passer à un autre sujet, mais on reviendra demain de manière plus détaillée sur tous ces points. Vous nous avez donné votre groupe ethnique, enfin, ou plus exactement votre ethnie. À quel groupe ethnique plus large votre ethnie appartient-elle? Vous voyez ce que je veux dire? Plus large, je dirais au Koulango. D'accord. Et les membres de ce groupe sont présents dans quelle région de Côte d'Ivoire? Mr. Whittaker, can you please repeat? Le président, Monsieur le témoin, pourriez-vous répéter votre réponse qui n'a pas été bien entendue? Mon appartenance ethnique plus large, je dirais Koulango. Mais plus ou moins mon ethnie, comment on appelle ça? Mon ethnie est dans ma région un peu particulière. Parce que ça, c'est depuis le temps de mes ancêtres. Et c'est purement de l'histoire, donc ça n'a pas d'importance, on peut continuer. Maintenant, si vous voulez savoir, je peux vous la donner. Parce qu'au moins, j'ai plus la peine de demander à mes parents d'où je venais. Si vous pouvez nous le dire en quelques secondes, très rapidement, oui, bien sûr. Bon, en fait, j'appartiens à l'ethnie Kamara. Et l'ethnie Kamara est basée précisément au Ghana, précisément à Larbanga, qui est notre village d'origine. Et mes grands-parents étaient réputés être très grands guerriers, ce qui même donne mon nom de famille. Si vous pouvez ne pas passer ça, parce que je vais donner la définition de mon nom de famille, si ça ne vous gêne pas, hein. Au cas contraire, moi je passe dessus parce que je ne vais pas le donner. Alors attendez, non, nous ça nous intéresse, mais je voudrais juste que nous nous comprenions bien. Vous préférez le donner à huis clos? Je ne comprends pas très bien votre... Voilà, à huis clos. Monsieur le Président, peut-on passer quelques secondes à huis clos? Let's go briefly. Le président, nous allons passer à huis clos partiel brièvement et puis nous aurons terminé l'audience d'aujourd'hui, me semble-t-il. Merci beaucoup. Nous allons suspendre pour la journée et nous reprendrons demain matin à 9h30. 9h30. 9h30 demain. Et nous suivrons le programme habituel, c'est-à-dire comme d'habitude. Nous reprendrons jusqu'à demain matin. L'audience est levée.